De jour en jour, on voit ces contradictions au sein du pouvoir. Le Premier ministre qui parle des hôpitaux réalisés, le président qui parle des hôpitaux non réalisés. On parle des réalisations agricoles, mais dans les maisons des Congolais, on ne mange aucun produit made in Congo. Tsatima Biala peut faire la campagne de Sassou comme quoi il a fait des réalisations agricoles. Mais maintenant, dans toutes les régions, dans tous les départements, dans toutes les villes, quand vous voyez comment est devenu le Congo, vous qui instrumentalisez les populations congolaises, dites-nous, montrez-nous où sont ces réalisations. Attention, le peuple vous voit, le peuple vous connaît, le peuple vous demandera des comptes. Si réellement, vous qui circulez partout au Congo en disant 2026, votez par Sassou, montrez-nous les réalisations. Aujourd'hui, quand vous regardez l'état du Congo, vous êtes fiers de vous? Quand vous regardez le débat sur l'électricité, l'eau, vous êtes fiers? De quoi vous parlez aux populations congolaises? Et vous, populations congolaises, demandez-les les vrais comptes et mettez-les en garde. Ne venez pas ici pour chercher à acheter nos consciences pour 2000 francs CFA, 5000 francs CFA, voire même 10 000 francs CFA. On a vu même dans les vrais meetings du PCT, des gens se battre parce qu'on leur avait promis les 2000 francs qu'on n'a plus donnés. Alors, est-ce que vos mains vont continuer à s'ouvrir pour les applaudir ou que vous allez fermer vos mains en coup de poing pour leur demander des comptes? Est-ce que les richesses du Congo, on doit continuer à les mettre à l'étranger ou ce n'est pas mieux aujourd'hui, quand on voit comment Antoinette a fui Paris, rapatrier les richesses volées pour s'occuper finalement des Congolais? Peuple congolais, vous êtes au carrefour pour 2026. 2026, vous allez voter pour Sassou? Vous êtes sûr? Mais dans quel bureau de vote? Des bureaux de vote posés sur des terres vendues aux Rwandais, aux étrangers? Demain, vous ne serez même plus chez vous, puisque les Rwandais sont déjà là. Alors, en 2026, vous demandez des comptes ou vous vous laissez faire? Nous sommes à un moment crucial où chaque peuple est de plus en plus déterminé pour défendre sa terre. Les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés l'ont démontré. Et au Gabon, juste à côté de nous, Oligui Nguema est en train de prendre des mesures pour sécuriser son pays et interdire même aux étrangers d'acheter les terres. Nous sommes dans un défi colossal. Que faisons-nous? Que devons-nous faire pour protéger notre pays et permettre son émergence, sinon son développement? Nous sommes face au défi d'être ou du non-être, vivre ou disparaître. Voilà le défi de 2026. Chers téléspectateurs de R7, bonjour et bienvenue à la chronique de R7. Je suis Didier Mouni Ivolo, celui qui vous présente la chronique de R7 pour réfléchir sur les sujets qui concernent à la fois notre pays, le Congo-Brazzaville, notre sous-région, l'Afrique centrale, notre région Afrique, mais aussi le monde. Je vous propose la chronique de ce matin autour de l'actualité congolaise, une actualité à la fois intéressante mais aussi inquiétante parce que très souvent dans mes chroniques, je soulève les contradictions que le pouvoir lui-même nous présente. Et aujourd'hui encore, tout récemment, le pouvoir nous a présenté des contradictions et on ne sait plus qui croire. Souvenez-vous, dans des chroniques précédentes, je vous avais présenté la contradiction entre le Premier ministre Koliné Makosso affirmant que sur fonds propres du ministère des Grands Travaux, on a réalisé toutes les infrastructures au Congo-Brazzaville. En contradiction aux propos tenus quelques mois avant par son ministre, le ministre des Finances, qui disait que les infrastructures ont été réalisées sur la dette chinoise qui avoisinait des 1100 milliards
de francs CFA. Et déjà là, je demandais à Colline Makosso et à son ministre de Finances d'éclairer les Congolais et ce que c'est la dette chinoise ou les fonds propres du Congo. L'entrevue entre le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue chinois Xi Jinping a porté entre autres sur la coopération sino-congolaise, la dette insoutenable vis-à-vis de la Chine qui empêche le Congo de poursuivre les négociations avec le Fonds monétaire international FMI. C'est pour cette raison que Denis Sassou Nguesso a sollicité auprès de Xi Jinping le rééchelonnement de la dette. À cet échange auquel on prépare les experts des deux pays et quelques membres du gouvernement, le ministre des Finances et du Budget, Roger Rigobert Andeli, a donné les détails sur cette dette tout en saluant le raffermissement de la coopération sino-congolaise à travers le succès de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique, BESCA. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouyam à gauche est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Donc, qu'on le veuille ou pas, soit la dette chinoise a servi à autre chose, soit les fonds propres du Congo ont été décaissés pour autre chose. Mais on ne peut pas acheter deux fois la même voiture, on ne peut pas acheter deux fois la même maison, on ne peut pas construire deux fois les mêmes infrastructures. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Aujourd'hui encore, on est toujours dans cette réalité de contradiction au Congo-Brazzaville, alors même que le monde est en train de changer, le monde est en train de bouger. Pour vous donner un élément d'appréciation, depuis le retour de Trump au pouvoir à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, en janvier 2025, on voit comment ce nouveau président américain est en train de bousculer tout le système international. Depuis le retour de Trump, très peu sont ceux qui dorment tranquillement. Déjà, pour nous les Africains, il a très vite suspendu l'aide américaine à l'Afrique. Et on a vu même les pays comme l'Afrique du Sud réagir vivement parce que du jour au lendemain, de nombreux programmes se sont arrêtés. La dernière en date dans cet épisode de la suspension de USAID, c'est le Sénégal. Alors, pourquoi je vous prends l'exemple du Sénégal? Cette semaine, on a appris sur RFI que le secrétariat d'État américain, de façon exceptionnelle, a réactivé le projet Sénégal Power Compact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Donald Trump arrête son aide aux pays africains et donc Sénégal compris, au Sénégal se sont arrêtés de nombreux programmes, dont un, et ça va intéresser les Congolais, le programme d'électrification du Sénégal. Sans USAID, sans Sénégal Power Compact Programme, le Sénégal verra 15 à 20 millions de ses habitants privés d'électricité. 15 à 20 millions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le programme. Allez lire le programme sur Internet. Et je cite cet exemple pour vous dire que j'étais le premier à réagir vivement lorsque on a donné le projet d'affermage ou je ne sais pas quoi de notre société d'électricité au Sénégal en disant le Sénégal a une expertise et le Sénégalais qui est venu à Brazzaville a dit nous sommes sortis de cette situation donc on voudrait partager notre expertise. Moi qui suis très bien de l'actualité du Sénégal, tout de suite je vous ai dit c'était menteur, le Sénégal a toujours des gros problèmes d'électricité. Et donc, en plus des Suisses et des Français, on apprend par le programme, c'est-à-dire par Sénégal Power Compact, que si on arrête ce programme-là, des millions de Sénégalais n'auront pas l'électricité. Donc, ça suppose que, parce que ça suppose, ce qui veut dire que le Sénégal, à l'instar du Rwanda,
et d'autres pays africains, et ça, Moïni Volo vous a toujours dit, font partie des pays qui ne peuvent pas boucler leur budget annuel sans l'aide de certains pays occidentaux et sans l'aide de certaines institutions internationales. Et ça, c'est un fait. Et le Congo-Brazzaville est l'un des rares pays en Afrique noire qui boucle son budget sans l'aide de quelqu'un. Parce que nous en avons les moyens financiers de par notre fiscalité, de par notre douane, de par notre matière première. En réalité, les pays comme le Sénégal, ce sont eux qui doivent bénéficier de l'aide du Congo et non pas l'inverse. Donc, cette actualité qui est dense aujourd'hui et riche de contradictions montre que le pouvoir du Brazzaville a un problème. Et donc, vous pouvez aller vérifier que cette histoire d'électricité entre le Sénégal et le Congo, en fait, Koliné Makosso, Denis Sassou Nguesso et toute leur bande, ils ont encore menti aux Congolais en allant prendre quelqu'un pour détourner les fonds publics au Congo. Et cette histoire, écoutez-moi bien, c'est pas fini. Tôt ou tard, et ce sont eux-mêmes qui ont sorti les chiffres, tôt ou tard, ce Sénégalais, Koliné Makosso, Denis Sassou Nguesso rendront des comptes au Congo. Le jour où nous aurons un vrai procureur, pas celui qui gesticule contre les faibles et n'intervient pas face aux gens du pouvoir, alors même que ce sont eux les vrais destructeurs du Congo. Je ne suis pas en train d'excuser les criminels qui l'arrêtent. C'est normal. Quand les gens ont commis des crimes, c'est tout à fait normal que le parquet puisse enquêter, puisse les arrêter. Mais là où le parquet devrait encore plus enquêter et plus intervenir, c'est lorsque les finances publiques sont agressées par les autorités en place. Il n'y a pas de pouvoir au-delà de la justice. C'est ce qu'il a dit. Ne pas mettre la justice en action, c'est ne pas respecter l'état de droit. Alors, monsieur le procureur, reprenez le dossier Sénélec. Reprenez ce dossier E2C et enquêtez sur les vraies motivations de cession de certains actifs de notre société d'électricité à un individu sorti de nulle part, qui n'est pas envoyé par la maison mère qu'il cite, qui n'est pas envoyé par le pouvoir sénégalais. Donc voilà cette actualité de contradiction chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps au Congo? Nous avons vu un groupe de gens, semble-t-il originaires de Kindamba, prêter allégeance comme des vrais bandits, des vrais gangs, à Isidore Fouba, président de l'Assemblée, et affirmant qu'en 2026, Kindamba vote Denis Sassou Nguesso à 100%. OK, Denis Sassou Nguesso sera certainement candidat en 2026. Kindamba, ce sont des Congolais, donc des électeurs, qu'ils votent à 100% pour Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de souci. C'est normal, nous sommes en démocratie, semble-t-il. Sauf que certains enfants de Kindamba se sont étonnés et ont publié sur les réseaux sociaux la route Kindamba-Mayama, axe essentiel dans l'économie de cette région, de cette zone, qui est complètement impraticable. On est le 21 mars 2025. Là, c'est la route de Kindamba-Mayama qui réunit Mayama-Kindamba. Voilà la route. Regardez. Oh non, Kindamba a choisi la candidature de X. Regardez. Regardez la route. Botala Nzela. Botala. Namboka, président à l'Assemblée. Hein? Voilà. Hein? Après, Bisoba, Molukuiza, oh, nous choisissons la candidature, machin et tout ça là. Ça veut dire quoi? Sassou construit Oyo. Oyo, il y a des routes goudronnées. Oyo, il y a des infrastructures. OK? Mais sauf que ceux de Kindamba, et d'ailleurs, de nombreux Congolais, de Bétou à Pointe-Noire, de Djambala à Komono ont réagi en disant OK, mais ils soutiennent Sassou par rapport à quoi? La politique, c'est résoudre les problèmes de la collectivité.
Je vous donne une définition simple que je donnerai à ma grand-mère. La science politique enseignée à ma grand-mère. La politique, c'est le lieu où on prend les décisions pour la collectivité. À chaque endroit du territoire national où surgissent des problématiques qui mettent en exergue la vie de la collectivité, l'homme politique, la femme politique intervient pour des solutions générales, pour que la majorité soit protégée. Regardez l'ensemble du pôle et regardez Kindamba. Le pôle, c'est essentiellement des populations Congo-Téké, sans verser dans le tribalisme. Je fais une analyse ethnologique, anthropologique, sociologique, même historique. Le pôle, c'est les terres Batéké Congo. Ce sont des agriculteurs. Dès lors qu'en Afrique, on vous parle des royaumes, ça suppose qu'il y a une économie structurée. Le royaume Téké, le royaume Congo ont eu une économie structurée, ont eu une production matérielle et une production économique à laquelle on peut ajouter la pensée, la cosmogonie, tout ce que vous voulez. Donc, ces gens savent travailler. Sauf que ce département a été détruit par l'homme que vous dites aujourd'hui vouloir encore voter en 2026. C'est lui qui a détruit ce département. Vas-y, vas-y. Ouais, voilà. Ce beau ruisseau, très clair d'abord. Hein? On a envie de se laver. Et quand tu fais, voilà, comme celle-ci là traverse, hein? Et la construction, elle passe, elle est à l'aise. Hein? Elle ne veut pas titiller parce qu'il y a un support qui le retient. Voilà. Hein? La même chose, celle-là, elle traverse aisément. Et si c'est un... Voilà. C'est un chemin qui a servi pour fuir les militaires qui aujourd'hui servent de sentier pour atteindre l'autre village. La guerre. Ah oui, pour vivre heureux, vivons cachés, on était obligés. Oui, mais ça aussi, mais, enfin, je sais que c'était habité bien avant que tout cela se passe. Oui. Mais oui, c'était un refuge pour nous. C'est un refuge. Bon, c'est vrai que quand ça tournait, on écoutait, mais au moins, en tout cas, il n'y avait pas d'apparition militaire ici. Vous vous cachez. Ah, on se cachait. Même si c'est caché, oui, mais aériennement, c'est vrai que nous étions vus. Mais au moins, il y avait une sécurité de pouvoir se cacher ici. Il n'y avait pas assez de menaces militaires. D'accord, d'accord. Il y avait des villages ici. Un village vraiment énorme. Ah, là, là. On a planté, on a élevé des moutons, en tout cas des moutons sur des moutons, c'était ici. Hein? Après, comme le bovin. C'est beau. La voie continue. La petite route continue jusqu'au petit village. Construit pour la circonstance. Donc depuis ici, vous entendez quand même les canons. Oh.
Il y avait des sons particuliers. Hein. Top, top, les ninjas. Les militaires. Top. Parcours. Top. Ça, c'est les ninjas. Et après, vous avez fait quoi? Vous êtes parti où? Non, on est resté jusqu'à ce qu'ils sont venus ici. Ils ont dit qu'ils venaient dégager parce que nous, le combat vient. Les militaires qui sont venus ici? Non, les militaires sont venus. Ils ne sont jamais venus. Ils ont dit que le combat va persister. J'ai commencé avec ça d'abord, donc ça. Et d'ailleurs, Bokemba l'a dit, nous avons bombardé le pôle, nous avons donc détruit le pôle, le ciel n'est pas tombé. Est-ce que Zelensky peut applaudir Poutine qui bombarde l'Ukraine sans être ni pour l'un ni pour l'autre? Je vous parle des faits. Aujourd'hui, quand on voit l'actualité du pôle, je vous dis Kindamba, regardez la route Kindamba-Mayama, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits. Le pôle, c'est un département agricole où on est la situation de l'agriculture dans le pôle, mais Sassou est allé chercher les Rwandais pour donner les terres du pôle au Rwanda. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les deux pays. Celui-ci a été signé entre les deux ministres de la coopération internationale. L'exploitation de terres serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leurs parcelles au Rwanda. Nous sommes très satisfaits si cette compagnie qui a envie de venir, c'est une compagnie rwandaise ou pas. Si c'est une compagnie rwandaise, on peut pas accepter. Donc, on est au-delà du syndrome de Stockholm dont parlent les cliniciens, dont parlent les psychiatres, où les victimes protègent encore le bourreau. Mais là, on est même au-delà. Le pôle était le département le plus scolarisé du Congo, qui a fourni beaucoup de cadres au Congo. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le taux de scolarisation du pôle ne dépasse même pas les 30%. Et tellement que le pouvoir de Sassou a détruit le département du pôle, mais quand on parle de département du pôle, on n'est pas en train de parler des animaux, des arbres, des forêts. On parle des humains. Et donc, les violences pratiquées sur ces populations dans leur ensemble, ces violences font qu'aujourd'hui, même la structure familiale au pôle a été désorganisée, déstructurée. Et les statistiques internationales montrent qu'au Congo, le département du pôle dépasse les 60% de taux de divorce, tellement que les valeurs ont été détruites. Les repères qui sécurisaient les familles n'existent pratiquement plus, puisque au quotidien, les gens ont dû fuir les bombardements, se réfugier dans les forêts. Et donc, quand c'est comme ça, l'essentiel de ce que faisait la sociologie de la famille dans ces zones-là, mais tout ça, c'est relégué à la poubelle parce que la préoccupation primaire en ce moment-là, c'est est-ce que je serai en vie le lendemain? Merci d'être avec nous. Vous revenez du Congo-Brazzaville. Alors d'abord, cette première question, dans quelles conditions se sont passés vos reportages et pourquoi est-ce que finalement le pôle n'est pas accessible pour les journalistes ou encore pour les humanitaires? Alors c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à savoir aujourd'hui concrètement ce qui se passe dans le pôle.
l'entièreté du département n'est pas bloquée, mais il y a des zones qui sont vraiment complètement recluses. Et donc moi et d'autres, j'ai travaillé essentiellement sur la base de témoignages. Il y a quelques ONG qui peuvent se rendre dans certaines localités, mais les principales localités. Mais ils vont pas dans les villages, donc ils vont pas ils vont pas au plus près de là où se situent les combats, et surtout ils n'accèdent pas dans certaines zones où les populations ne peuvent pas sortir et sont véritablement prises en étau en fait, entre ce qui se passe de part et d'autre. Officiellement, il n'y a pas d'interdiction complète d'aller dans le pool. Même les autorités régulièrement disent à certains journalistes vous pouvez y venir. Les raisons qui sont invoquées sont des raisons de sécurité, et c'est ce que disent aussi les humanitaires, parce qu'en fait la situation est très floue sur le terrain et les autorités ne sont pas en mesure de garantir, disent-elles, la sécurité suffisamment pour emmener des humanitaires. Ça, c'est pour les humanitaires et les journalistes, mais il y a quand même eu des demandes pour avoir des couloirs humanitaires qui n'ont pas été entendues pour le moment, et il y a aussi eu des demandes de la part d'organisations des droits de l'homme pour enquêter sur place, pour aller là-bas et voir quelle est la réalité des exactions que racontent les témoins qu'on peut interroger. Et là, clairement, il y a des demandes répétées qui sont formulées et il n'y a pas de réponse. Que vous ont dit d'ailleurs justement ces témoins sur la situation? Que vous rapportent-ils? Sur la situation humanitaire, alors il y a la grosse crainte actuellement, c'est le problème de la malnutrition. Ce que racontent les gens, c'est que ils arrivent pour certains à s'échapper de zones où, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, les forces de sécurité les empêchent de sortir, les empêchent d'aller à leurs champs pour cultiver, parfois brûlent leurs maisons, contrôlent les allées et venues des véhicules pour savoir quelle provision sort, quelle provision rentre, ce qui fait dire à certains politiciens locaux d'opposition que ce qui se passe, c'est un véritable blocus en fait sur place. Et donc aujourd'hui, on sait que le risque d'avoir des populations entières avec des problèmes de malnutrition sévère est très très important. On ne sait pas combien de personnes sont concernées, c'est pour ça qu'on réclame ce couloir humanitaire. Voilà, mais il y a ces populations-là qui sont coincées et les deux camps s'accusent mutuellement de les prendre en étau. Les organisations humanitaires disent qu'il y a à peu près déjà 20 000 déplacés par rapport à ces combats qui ont lieu donc dans cette région du Pool. Est-ce qu'on en sait un peu plus justement sur ces combats, sur ce qui se passe? Alors, oui, 20 000 déplacés qui sont d'ailleurs abandonnés avec très très peu d'aide humanitaire, c'est aussi un problème. Ce qu'on sait, c'est que c'est une forme de guérilla qui se joue, mais c'est très flou. C'est très flou sur les forces en présence. On ne sait pas combien de partisans a le Pastor Ntumi. Les gens qui combattent à ses côtés sont des gens qui sont censés avoir été désarmés pendant la précédente guerre, il y a 20 ans. On ne sait pas non plus très bien ce qui se passe du côté des autorités. On sait qu'il y a différents corps d'armée, on sait qu'il y a l'armée régulière, on sait qu'il y a la garde républicaine. Parfois, certains témoins racontent que les uns ont l'air d'agir un peu à contresens des autres. Donc on ne comprend pas très bien la stratégie, on ne comprend pas très bien l'enjeu de ce qui se déroule. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les populations sur place sont véritablement prises en étau, fuient les villages par centaines, par milliers, racontent que leurs villages sont incendiés par les forces de sécurité. Et donc ça pose beaucoup de questions. On ne comprend pas finalement qu'est-ce qui se joue réellement sur le terrain. On sait seulement que les populations en sont victimes. On sait qu'il va y avoir des élections législatives au mois de juillet. Rapidement, est-ce que ces élections peuvent avoir lieu dans ces conditions ? Alors, il y a beaucoup d'ONG et aujourd'hui de partis d'opposition qui disent nous, on veut l'arrêt des combats en préalable à la participation. Clairement, ça ne sera pas possible de tenir les élections dans certains districts du Pool. Ce que disent les autorités, c'est dans ces cas-là, il y a une disposition qui prévoit que les députés en place seront reconduits. Et puis voilà, on ne va pas prendre le risque d'organiser des élections, mais on va admettre qu'elles ne peuvent pas se tenir. Merci beaucoup Florence Maurice d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions sur ce qui se passe en ce moment dans la région du Pool. Et quand on est dans ce contexte-là, ça change les habitudes alimentaires, ça change les habitudes, comment on appelle ça, au quotidien, y compris dans les relations affectives et dans les relations amoureuses et dans les relations de mariage. 10h du matin à Kindamba, des dizaines de familles attendent de recevoir de l'aide alimentaire. Un homme nous demande de nous mettre à l'écart. Il veut nous raconter ce jour d'avril 2017 où des hommes en armes sont venus prendre de force des femmes dans son village. C'est les femmes non mariées qu'ils cherchaient, qu'ils l'ont pris. On vient vous trouver brutalement. C'est l'amour qu'on sait. Ils ont pris des femmes comme ça sous vos yeux? Oui. Sans programme, comme nous parlons, tu es la femme. Non. Avec l'arme, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien dire.
Derrière lui, nous dit-il, plusieurs de ces femmes portent un enfant issu de ces relations forcées dans leurs bras. Non loin de là, une autre femme donne le sein à son fils de 2 mois, un enfant du viol qu'elle a subi avec ses 3 sœurs en forêt alors qu'elles allaient cultiver leur champ. Ils étaient 6 et ils avaient des armes. Ils nous ont encerclés et menacés avec leurs armes, nous n'avions pas le choix. Ils nous ont d'abord déshabillés puis ils nous ont violés. Par peur, les 3 sœurs ne sont plus jamais retournées dans leur champ. Depuis qu'on a abandonné nos champs, nous n'avons plus d'argent. Même pour nettoyer les couches de mon fils, je n'ai rien. Je suis obligée d'échanger le riz et les haricots qu'on nous distribue ici pour avoir ne serait-ce qu'un petit bout de savon. C'était il y a presque 1 an. Depuis, ni cette femme, ni sa grande sœur violée le même jour n'ont reçu le moindre soin. On souffre. J'ai mal dans le bas du ventre et dans mes parties génitales. Je sens des boules parfois et des démangeaisons. Ça me fait mal quand je vais aux toilettes. Mais comment aller voir un médecin alors que je n'ai pas d'argent? À l'hôpital de Kindamba, aucune femme n'est encore venue consulter pour viol, par honte ou par manque de moyens. Privé de médicaments et de l'essentiel de son personnel qui a fui le conflit, Gaston Gandvounou, surveillant général, se sent démuni. Il faudrait que le côté psychologique aussi soit traité. Et nous n'avons pas un psychologue. Ce n'est pas seulement les violences sexuelles. Il y a beaucoup de traumatismes. Des gens à qui on a brûlé les maisons, qui ont eu à faire des accidents vasculo-cérébraux par rapport à ce traumatisme. Nous traitons le côté médical. Il faudrait que l'autre côté-là soit traité également. À l'heure où l'on parle de paix dans le pool, la crainte des humanitaires, c'est que ces hommes et surtout ces femmes restent les victimes muettes et oubliées du conflit. Et donc aujourd'hui, moi je vous le dis, quand j'ai vu ces gens dire que nous allons voter en 2026 Sassou Nguesso, mais j'étais choqué. J'étais choqué d'entendre ça. Pour Isidore Fouba, c'est normal. Qui est Sassou Nguesso pour Isidore Fouba? Sassou Nguesso, c'est son ami de 1000 ans. Ça fait longtemps que les deux militent au PCT. Donc, il y a de la camaraderie politique. Ça, je le comprends. Mais doublé d'un lien familial. Puisque Sassou Nguesso, c'est celui qui fait des enfants à la fille d'Isidore Fouba. Et ça, c'est leur problème personnel. Ça ne nous intéresse pas. Mais n'empêche, Isidore Fouba a toutes les raisons de soutenir Denis Sassou Nguesso parce que soutenant Denis Sassou Nguesso, il protège l'héritage de ses petits-enfants. Ça, c'est son droit le plus absolu. Personne ne lui conteste ce droit-là. Mais pour vous, population de Kindamba et du Poul, quel est l'intérêt scolaire, éducation nationale, quel est l'intérêt économique pour vous? Parce que la politique, c'est ça. Je ne soutiens pas quelqu'un parce qu'il est de mon département, parce qu'il est de mon village. Je soutiens quelqu'un parce qu'il apporte les solutions à mes problèmes au quotidien. Donc, quelles sont les solutions politiques, économiques, pédagogiques, culturelles, loisirs que Sassou apporte aux populations du Poul, par extension de tout le Congo, que, in fine, aujourd'hui, qu'on dise que la cuvette, la Sanga, le Poul, le Kwilu, le Niari, la Lekoumou, la Bouenza, ou encore les nouveaux départements créés, vont voter pour lui en 2026. Mosaka. L'une de mes dernières chroniques, je vous parle de Mosaka. Moi, je suis de Mosaka. Dites-moi au nom de quoi je vais voter pour Denis Sassou. D'ailleurs, on va installer où les bureaux de vote? Mosaka est sous l'eau depuis des mois. Que le gouvernement dépêche une équipe. Pourquoi pas une équipe gouvernementale pour venir constater, évaluer la situation pour permettre à ce que le gouvernement fasse son travail. C'est-à-dire celui de venir en aide aux populations de Mosaka. Ce message est une alerte. C'est une alerte au gouvernement congolais. J'interpelle ici le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. J'interpelle également le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Colonel Maposo, sur la situation urgente de nos compatriotes de Mosaka.
vous voyez que deux grandes pluies, seulement 2 grandes pluies ont causé ces inondations. Et je peux vous dire que 75% de Mosaka se retrouvent dans cette situation que vous êtes en train de suivre. Et je pense que cette situation nécessite que le gouvernement dépêche une équipe. Pourquoi pas une équipe gouvernementale pour venir constater, évaluer la situation pour permettre à ce que le gouvernement fasse son travail. C'est-à-dire celui de venir en aide aux populations de Mosaka. Parce que ce sont nos compatriotes. Je crois qu'il faut nécessairement qu'une équipe descende pour constater et puis voir de quelle manière le gouvernement peut engager des mesures urgentes face à cette situation. Vous savez qu'il est de la responsabilité du gouvernement de sécuriser et surtout de sauver la dignité des Congolais. Où vont-on installer les bureaux de vote pour que j'aille voter pour Denis Sassou Nguesso? Les bureaux de vote seront où? À la préfecture. Mais la préfecture de Mosaka est sous l'eau. Est dans l'eau, pour ne pas dire sous l'eau, j'exagère peut-être, mais c'est dans l'eau, vous avez vu les images. À la gendarmerie de Mosaka est dans l'eau. Dans les écoles de Mosaka sont dans l'eau. Donc dites-moi, si en 2026, Mosaka doit aller voter, on vote où? Le long du fleuve Congo et le long de l'Ubangi. Tous ces villages, l'Iranga et autres, ont les pieds dans l'eau. Ils sont en train même de perdre leur récolte au point où il faut parfois récolter plus tôt avant que les crues n'arrivent. Si on doit aller voter, on votera pour Sassou. Pourquoi? Lorsqu'on voit que le budget national est dilapidé, volé, pillé, vous avez ce jeune étudiant qu'on a bombardé à la tête de notre direction de douane qui vient vous dire qu'il apprend par surprise que le Congo donne des exonérations douanières ou fiscales à hauteur de 600 milliards de francs CFA, alors qu'on peine à recouvrer 160 milliards. C'est normal, c'est un étudiant, il n'a pas encore fini ses études, donc il ne peut pas comprendre ces choses-là. Mais pourtant, on le nomme là parce que c'est du village du président. Et comment voulez-vous qu'on puisse avoir les recettes pour régler vos problèmes à Kindamba, pour régler les problèmes à Mosaka, pour régler les problèmes du Congo en général? Voilà encore un paradoxe. Un pouvoir qui vous a détruit, qui détruit tout le Congo. Je prends l'exemple du Poul, mais par extension, je peux prendre n'importe quel département du Congo. Dites-moi, en 2026, promenez-vous dans le département, promenez-vous dans vos villes, dans vos villages, dans vos quartiers et répondez en vidéo, montrez-moi les éléments qui vous permettent de dire que 2026, notre choix c'est Denis Sassou Nguesso. Parce que je vais vous le montrer par la suite dans notre chronique. Ceux qui soutiennent Sassou, au nom des réalisations de Sassou Nguesso, au nom du travail qu'il fait, Sassou lui-même, le concerné, ne se vante pas de son travail. Regardez le paradoxe dans notre pays. Seuls les gens autour de lui l'encouragent, le félicitent. Koliné Makosso, les ministres, même Pascal Tsatima Biala, qui est allé à Loudima, vantait les mérites de l'agriculture de Sassou, les succès de l'agriculture de Sassou. Mais Tsatima Biala, le seul succès que j'ai vu qu'il vantait, c'était devant le micro. C'était devant le micro. Mais je mets au défi Pascal Tsatima Biala d'aller dans les centres commerciaux, d'aller dans les marchés en Congo en général, d'aller dans les familles congolaises et même dans sa propre famille, même lui-même, qu'il vous dise au quotidien, à table, qu'est-ce qu'il mange qui est produit au Congo. Du Congo. J'ai traduit la pensée des paysans, ils sont bien contents que le président ait choisi Loudima. Non, et plutôt redonner à Loudima sa vocation qu'il a dans le temps. Donc il faut booster la production agricole, il faut la déculper pour que nous ayons du manioc, du maïs, toutes les spéculations agricoles, et pour qu'on arrive finalement un peu à ce que nous sommes en train de dire depuis longtemps, la diversification de l'économie. Dans la ZAP de Mouidi, le président Denis Sassou Nguesso a lancé un mot d'ordre, que chaque district du pays devienne un pôle agricole. La politique, c'est du concret, c'est pas être devant le micro et raconter des mensonges aux populations. Quand on vous dit qu'il y a une réussite agricole à Loudima, ça suppose que les populations de Loudima, au moins au quotidien, au petit déjeuner,
le repas de midi, le goûter et le dîner, ils peuvent avoir sur la table un produit qui sort de l'Udima. Mais à chaque fois qu'il s'agisse de Tsatima Biala ou de Sassou, qui sont deux potes, ils vous parlent en étant dans des champs dont on ne sait pas ce qu'ils font là, d'où ça vient, et comment les produits de ces champs, soi-disant, arrivent dans les assiettes des Congolais. Première chose, mais au-delà des assiettes, ces plantations, cette réussite agricole apporte combien dans les comptes de l'État et surtout a créé combien d'emplois directs, combien d'emplois indirects. Si ce n'est pas des paroles jetées en l'air avec aucune efficacité, avec aucune méthode. Voilà les paradoxes dans lesquels nous sommes. Et donc, on fait appel aussi à Tsatima Biala pour aller vanter les mérites de Sassou dans la réalisation agricole, une manière de tromper les Congolais. C'est une duperie, c'est une tromperie politique. Mais la politique, c'est en fait ce qui est dommage. Ce qu'on vous dit au Congo, la politique, c'est l'art de mentir, c'est la science des menteurs. C'est faux. C'est faux. J'ai fait les études de sciences politiques. Je suis diplômé de politique internationale et je vous parle. La science politique consiste à faire correspondre le niveau de vie des populations avec les capacités économiques créées, avec la richesse créée. C'est-à-dire, nous avons les matières premières, nous avons une fiscalité qui nous rapporte beaucoup d'argent. Lorsque le directeur général de la douane dit qu'on fait des exonérations fiscales de 600 milliards de francs CFA, il faut inverser la phrase. Et vous verrez que si nous arrêtons les exonérations fiscales, nous avons 600 milliards dans nos comptes. Nous avons 600 milliards dans nos comptes. Et qui dit à l'État congolais de faire ces exonérations fiscales? Quel est notre intérêt à nous? Quel est notre bénéfice? Lorsque un magasin comme Amazon s'installe dans une zone et demande au pouvoir des exonérations fiscales, le pouvoir fait le calcul en termes de chiffre d'affaires, en termes de création d'emplois, c'est-à-dire ce que je perds en exonération fiscale, je le récupère par le nombre de créations d'emplois, par la capacité de consommation large, c'est-à-dire de l'entreprise, par exemple, les factures d'électricité, les factures du gaz, de l'eau, le carburant, puisque je prélève la TVA importante sur le carburant. Les gens qui vont travailler dans cette entreprise seront des consommateurs. Ils vont consommer quoi? Les habits, l'eau, l'électricité aussi. Mais ils vont envoyer leurs enfants à l'école, donc ils vont acheter les fournitures. Et à chaque fois, je prélève la TVA. Donc, il y a un système de compensation entre exonération faite à l'entreprise, mais indirectement, je récupère par les différentes formes de fiscalité autour de ceux qui vont travailler, parce qu'ils vont aussi payer l'impôt sur le revenu. Donc, ce sont des calculs que les ministères des Finances, qui, si on embauche les compétences et non pas les parents, savent faire pour que le pays avance. Donc, quand on est en train de soutenir Denis Sassou Nguesso, alors qu'il est en train de détruire le pays, qu'est-ce qu'on est en train de faire, chers compatriotes? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et c'est très dangereux, cette manipulation de la population. Sachez-le, tout ce que ceux qui soutiennent Sassou disent, c'est de la manipulation. J'ai vu encore une pancarte, un jeune, une entreprise. Même aux États-Unis, même en Europe occidentale, en Chine, vous ne verrez pas ce slogan. On ne peut pas dire un jeune, une entreprise. Tout jeune ne peut pas créer sa propre entreprise. C'est faux. Vous avez des gens qui n'ont pas de capacité à gérer une entreprise et qui préfèrent être des salariés. Donc, la politique de l'emploi ne consiste pas à dire un jeune, une entreprise. C'est de la médiocrité. Celui qui l'a écrit, il ne sait rien de politique publique. Il n'en connaît pas grand-chose. Donc, il est important, puisque aujourd'hui, le Congo s'achemine vers cette fameuse élection de mars 2026, si ça se tient au mois de mars, et donc dans un an à peu près, il y a cette frénésie, il y a cette excitation de ceux qui veulent avoir des petits billets, avoir un poste. Donc, tout le monde autour de Denis Sassou Nguesso, on a parlé de qui? Du patriarche, le timonier. Et donc, vous voyez même que les courtisans autour de Sassou rivalisent
de qualificatifs pour se dire qui va trouver le meilleur des qualificatifs, qui va faire tic aux oreilles de Sassou, et donc c'est lui qu'on va récupérer. Et vous voyez que, en plus de ceux qui sont encore autour du pouvoir, c'est très souvent des gens qui sont en marge du pouvoir. Ceux qui étaient des anciens ministres mais qui souhaitent revenir, les anciens députés qui souhaitent revenir, les anciens sénateurs. Mais l'élément intrinsèque, c'est de se dire, est-ce qu'un pouvoir qui a autant détruit le Congo mérite de continuer sa marche vers plus de destruction? Pour reparler de la population du département du Poul, mais tout comme de la Bouenza et du Niari. Sassou a détruit la colonne vertébrale de l'économie du Congo, le chemin de fer. Et jusqu'aujourd'hui, si le chemin de fer ne marche pas, c'est parce que Sassou ne veut pas. Ce n'est pas parce que Sassou ne peut pas. Vouloir, c'est pouvoir. Et donc, si le chemin de fer ne marche pas, c'est parce que Sassou ne veut pas. Les images parlent. Comme vous le voyez vous-même, les images parlent. Les gens de bonne forme que sont là. Vraiment, c'est ces jeunes-là qui sont venus nous avertir. Ils ont arrêté le train. Ils nous ont avertis pour nous dire que la route est vraiment en mauvais état. Nul n'était leur présence. On allait vraiment tomber dans ce sinistre. Regardez vraiment l'état de la route, tel que vous le voyez, les images parlent d'elles-mêmes. Les rails sont suspendus. Les rails sont vraiment suspendus. La pluie a vraiment détruit la route. La pluie a vraiment détruit la route. C'est dans le canton entre Missafou et Matou et Massembo, le canton 411, à quelques kilomètres de Massembo. Voilà. Donc tel que vous le voyez là, même à pied, vous avez des difficultés de passer. Combien de fois le train qui pèse beaucoup de tonnes. Vraiment, là même j'ai des difficultés à marcher. Je remercie que les jeunes de bonne foi sont venus nous avertir, sinon on tombait dans ce trou. Regardez bien les images. Regardez bien les images. Les images parlent d'elles-mêmes. Tu as évalué à 45. Et 45 traverses. Il est en train de traverser pour compter exactement, je vous le repasse. Alain Kodia, vous le connaissez, non? Non, il revient. Monsieur Kodia. Nous avons aujourd'hui un niveau de technicité dans les chemins de fer. Quand je dis nous, je parle du monde. Le monde a atteint un niveau de technicité dans les chemins de fer qu'on est capable de refaire le chemin de fer Congo-Océan, de remettre ne serait-ce qu'une deuxième voie pour le développement du Congo. Mais comme Sassou ne veut pas et qu'il déteste sa propre population, il ne le fera pas. Sassou a détruit ce qui faisait l'économie, la colonne vertébrale de l'économie du Nord. L'agence transcongolaise de communication, ATC. ATC, c'était la colonne vertébrale du Nord. Mais Sassou l'a détruit. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, c'est tout. Parce qu'il déteste la population congolaise dans son ensemble. Qu'il s'agisse des populations du Nord comme des populations du Sud, là n'est pas le sujet. Sortez de ça, c'est inutile. Il déteste tout le monde. Parce que s'il aimait le Nord, dites-moi, il y a quelle unité de production au Nord? Vous prenez Kélé. Kélé, c'est l'un des villages ou l'une des communes au Congo qui a été détruit par Sassou. Avec ces ministres qui ont donné des permis d'exploration et des permis d'exploitation de l'or à n'importe quelle entreprise. Et c'est une destruction des rivières, de l'environnement, mais
C'est pas possible. À environ 730 km de Brazzaville, capitale politique du Congo, en pleine cuvette ouest, se dresse la communauté urbaine de Kélé et ses environs, où plus de 16 000 habitants vivent. Ce district et ses alentours restent des endroits très reculés où il n'y a ni route bitumée, ni eau courante, ni électricité. Kélé a tout de même bénéficié à la faveur de la municipalisation accélérée de certains bâtiments administratifs, d'une centrale électrique non fonctionnelle et d'un château d'eau inachevé. Quant à l'ancien aérodrome, la nature a repris ses droits. Un paradoxe lorsque l'on connaît les richesses importantes se trouvant dans son sous-sol et dans sa forêt. Jadis, les habitants de cette zone exploitaient en faible quantité l'or, des terres proches de leur village, afin de subvenir à leurs besoins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous ne sommes pas des travailleurs. Nous, on avait l'idée que non, on a notre matière qui est là. Bon, à chaque fois qu'on va travailler, on peut avoir un petit gramme, on va peser pour acheter les enfants de quoi il s'agit. Maintenant, aujourd'hui, tout a été vendu. Comment nous parlons? Ils ont ce qu'on appelle la société et les propriétaires fonciers, ils sont en complicité. C'est-à-dire que celui qui a une partie de terre de la forêt, avec ses rivets qui a quelques grammes et quelques d'or, maintenant il passe chez Agile pour dire que moi j'ai mon reçu là-bas, il faut me donner de l'argent. On vous déloge. C'est-à-dire quand vous êtes là, les Chinois viennent, même au moment où nous parlons, ils viennent. Ici vous avez un creusé, même dit tout, ils viennent. Parce qu'ils travaillent nuit et jour. Vous finissez à 16h ou 17h, vous revenez au village, ils sont là chroniquement de 6h à 6h, et quand ils viennent la nuit, ils cassent tout. À 34 km entre les villages de Lebaï et d'Akamou, un premier constat s'impose à nous. Les entreprises minières et forestières provoquent une importante déforestation. C'est un véritable boulevard d'arbres arrachés sauvagement et de terres retournées que nous découvrons en plein milieu de cette zone. C'est l'un des 5 sites exploités par ces sociétés chinoises et malaisiennes laissés à l'abandon. Un peu plus loin, les habitants du village de Toanzoko nous parlent aussi de la destruction de leur environnement qui serait la cause d'un envahissement sans précédent de moustiques. Les Chinois sont peut-être à combien de millimètres d'ici là. Si on aura des morts ici, qui supportera des morts là? Nous vivons mal. Nous vivons mal. Bon, ici là, on ne pratique pas de moustiquaires. Mais si vous dormez ici là, aujourd'hui là, vous ne pouvez pas dormir. Ça crée des maladies, ça crée des moustiques partout, tout ça là. On peut essayer. En effet, ce second site se trouve à environ 3 km en passant par la forêt. Dès lors que nous atteignons ce site, le spectacle qui s'offre à nous est digne d'un film d'horreur. Je ne sais pas si au Congo il y a les défendeurs de la nature. Parce que ce qu'ils sont en train de faire ici, d'abord nous on n'a pas d'école. Voici un village comme ça là. Nous on n'a pas d'école, nous on n'a pas l'hôpital, nous on n'a pas l'eau. Voici l'eau là. Ça entoure le village. Les enfants se lavent. Les enfants traînent tout le long de cette rivière-là. Ils respectent vraiment la nature. On en a marre de tout ça là. Déjà, en avril 2018, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH en sigle, tirait la sonnette d'alarme dans un rapport dans lequel il signalait ces cas d'exploitation. Ici, dans le district de Kélé, le mot propriétaire foncier n'existe pas. Les populations de Kélé sont maltraitées. Alors, ils travaillent ici, le bois on amène ici, regarde l'état de la route. Et l'autre côté, ils ont bénéficié, les populations ont bénéficié. Lorsqu'on avait signé la convention à Kélé là, cette convention on avait signé là, on avait dit que les Chinois vont donner, ils vont faire la lumière à Kélé, ils vont faire comme ça. Comme... La route. Rien n'est fait. Il n'y a pas d'hôpital. Rien n'est fait. Cahier de charge, rien n'est fait. Donc ils n'ont qu'à arrêter par là. Ceci est ce que l'on qualifierait encore d'antivaleurs dénoncées par le président de la République. En somme, le secteur gagnerait à être organisé afin de développer le district de Kélé, qui n'est qu'un exemple car toute la cuvette ouest est concernée par ce drame. Cela permettrait la réalisation de certaines infrastructures, par exemple la construction de forages, d'hôpitaux, de pistes rurales, d'écoles et de ponts. D'ailleurs, l'unique pont qui mène vers certains villages du district, situés sur le cours de la Lekwana, menace de s'écrouler, car le tonnage des véhicules transportant du bois et du carburant n'est pas respecté.
Conformément aux différentes conventions qui stipulent que tous les sites doivent être réhabilités après exploitation, 5 sites restent opérationnels et créent des dégâts. Les autres sont abandonnés en l'état. Les autres villages, comme celui d'Oyabi, craignent l'arrivée de ces sociétés car elles seraient déjà en prospection dans leur forêt. Ils craignent la pollution de leur unique cours d'eau. Au moment où le Congo est engagé dans un programme comme le Fonds bleu pour le bassin du Congo, tous les acteurs gagneraient à préserver ces zones essentielles qui regorgent non seulement de richesses, tant dans la flore, dans la faune que dans son sous-sol, mais qui représentent aussi un enjeu primordial pour la réduction des effets du réchauffement climatique. Ce qui se passe aujourd'hui dans la cuvette comme conséquence de destruction de l'environnement, mais la cuvette, ce n'est pas dans le pool. La cuvette, ce n'est pas dans le Niari. Kélé n'est pas dans le pool, Kélé n'est pas dans le Niari. Je vous cite Mosaka, Mosaka, ce n'est pas dans le Kwilu. Et pourtant, on est bien dans le département du président de la République. Mais il s'en moque royalement que ce soit dans son département. Il est tellement narcissique qu'il est incapable de vous aimer, vous, peuple congolais. Ne vous trompez pas, ça je vous l'ai dit. Il est tellement narcissique, c'est d'abord son intérêt à lui, l'intérêt de ses enfants, de sa famille, avant l'intérêt de quiconque. Il ne protégera que l'intérêt familial. C'est-à-dire qu'il gère le Congo comme une entreprise qu'il a créée. À la limite, sur le plan psychique, peut-être qu'il pense même que c'est lui qui a créé le Congo. Et que le Congo ne peut être dirigé que par lui. Bon, vous avez ces faux pasteurs qui sortent, on ne sait d'où, qui viennent et qui vous racontent n'importe quoi. Mais en tout cas, dans la structure mentale du Sassou Nguesso, c'est ça. Ce qui fait que 2026, il est essentiel, fondamental, capital de l'empêcher de continuer à diriger le Congo. 2026, c'est essentiel de l'empêcher à continuer. Parce qu'il n'y aura rien de bon qui sortira de ce monsieur. La preuve, je vous demande de circuler partout au Congo, de Brazzaville à Pointe-Noire, de Pointe-Noire à Brazzaville, de Brazzaville à Bétou, allez-y, de Djambala à Komono, visitez. De Pointe-Noire à Brazzaville, de Brazzaville à Bétou, de Djambala à Komono, ne rêvez pas, Sassou n'est pas là pour vous. Il vous amuse, il vous trompe avec ses amis, mais il est là que pour lui, mais que pour lui. En parlant du CFCO, mais écoutez Probst, qui a écrit un livre, Chirac, mon ami de 30 ans. Il revient en long et en large sur comment ils ont aidé Sassou à prendre le pouvoir, mais malgré tout en lui disant il faut relancer l'éducation nationale, il faut relancer l'économie, il faut relancer le CFCO, nous allons vous aider, on va vous donner des financements. Et on a donné des financements à Denis Sassou Nguesso pour relancer le CFCO. Parce que la France a son intérêt aussi que notre économie aille bien. Mais au final, Sassou a toujours pris l'argent, mais il n'a rien fait. Or, vous avez ces deux entreprises dont je vous parle. Peu importe celui qui arrivera un jour au pouvoir, il faut relancer le chemin de fer Congo-Océan et tracer une deuxième voie. Le chemin de fer Congo-Océan, c'est le boom économique du Congo. Parce que ça permet aux produits qui arrivent au port de Pointe-Noire d'arriver à Brazzaville pour être acheminés vers la partie nord. Et ça permet à la partie nord, qui est aussi une partie économique, qui produit, par exemple, tout ce qui est cacao et huile de palme à Ouesso, qui doivent être, c'est le rôle du gouvernement de faire de notre production de cacao et de l'huile de palme des industries de pointe pour le Congo. L'huile de palme est en train de prendre une place importante dans l'économie mondiale depuis la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l'huile d'arachide, de colza et autres. Et quant au cacao, aujourd'hui, les producteurs de chocolat ne veulent plus de la désertification des forêts au profit des plantations de cacao. Et donc, il y a des vérifications qui sont faites. La Côte d'Ivoire, le Ghana, en tout cas là-bas, les gens vous en parleront mieux que moi. Et donc, nos plantations de Ouesso peuvent prendre de la valeur aujourd'hui. Mais ce qui manque, ce sont des financements. Au lieu de donner 40 milliards à un Sénégalais avec des mensonges d'électricité, pourquoi ne pas investir à Ouesso dans l'huile de palme et dans le cacao? Ça créerait de l'emploi, ça apporterait de la plus-value. Et les produits seront évacués de Ouesso vers Brazzaville par le bateau, de Brazzaville vers Pointe-Noire par le chemin de fer et arriver
au port de Pointe-Noire, c'est l'Atlantique. Un port sur l'Atlantique, la Méditerranée, le Pacifique, l'océan Indien, les mers et les océans sont des portes vers le monde, vers l'universalité du monde. Quand vous avez un port comme Pointe-Noire, vous êtes connecté au monde. La fibre, pour ne pas parler de ça, passe par les fonds marins. Mais sauf que à Pointe-Noire, on ne sait pas ce qui se passe. Quelle est la plus-value d'une ville comme Pointe-Noire? D'avoir accès aux eaux profondes et de ne pas en tirer profit. Mais ce n'est pas avec Sassou qu'on aura tous ces bénéfices, parce que ce monsieur n'aime que lui-même et après ses enfants, sa famille, un peu ses amis. Mais les amis, il les change. C'est ce qui fait que dès qu'un ami est en contradiction avec lui, il n'hésite pas de l'envoyer en prison, mais parce qu'il n'a pas d'affect. Et c'est très dangereux quand vous habitez, vous vivez, vous travaillez, ou vous vivez, mais vraiment avec quelqu'un qui n'a pas d'affect, qui ne sait pas aimer. Mais ce n'est pas de sa faute. Hein. Il y a des gens comme ça, depuis leur prime enfance, ils ne savent pas aimer d'un amour sincère. Il y a toujours un intérêt quelque part. S'il n'y a pas d'intérêt, ce n'est pas la peine. Il se rapprochait de Marien Gouabi pour lui piquer à la fois le pouvoir et sa femme. Aujourd'hui, on le sait. Donc, c'est quelqu'un sur le plan mental qui n'est pas stable. Donc, n'attendez pas de lui de vous produire des projets stables sur la durée avec des bons résultats. Ça n'arrivera jamais. Et ça fait bientôt 20 ans que Mouni Ivolo Didier vous le dit. Ça n'arrivera jamais. Et si vous regardez mes premières vidéos où j'ai commencé à porter conseil aux Congolais, de dire aux Congolais de faire attention, ça fait entre 15 ans et 20 ans. Je répète la même chose, il ne fera rien. Depuis son retour au pouvoir, Sassou a eu 133 000 milliards de francs CFA. Il n'en a rien fait. Vous pouvez contester mon calcul, mais je vous donne un chiffre simple. Dans ces 133 000 milliards de francs CFA, vous avez 14 000 milliards dont il déclare lui-même. 22 milliards d'euros. Appelez Emmanuel Macron, appelez Xi Jinping, appelez Donald Trump, appelez Zelensky, appelez Poutine, appelez le Premier ministre italien, britannique, appelez le président Cyril Ramaphosa. Si on lui donne 22 milliards d'euros là, qu'est-ce qu'il en fait? Nous, on a eu 14 000 milliards, 22 milliards de francs CFA. Et plutôt 22 milliards d'euros. 14 000 milliards de francs CFA, 22 milliards d'euros. Zéro. Zéro. Aucune route goudronnée. Aucune infrastructure. Les enfants n'ont pas de fournitures scolaires. Rentrée scolaire 2024, 10% d'enfants sont allés à l'école. C'était tellement choquant que Télé Congo n'a pas pu éviter d'en parler. 2026, on va voter Denis Sassou Nguesso. Sommes-nous sérieux? Un élément important qui vous montre les contradictions du pouvoir, les mensonges du pouvoir. Et ils sont tellement incompétents qu'ils ne se rendent même pas compte. Regardez ce que Sassou dit des hôpitaux. Alors, je ne vous cache pas que j'étais étonné, sidéré. Mais en même temps, je me suis dit, qu'est-ce que je n'arrête pas de dire aux Congolais? Paradoxe du paradoxe, c'est un pouvoir paradoxal. Qu'est-ce qu'on entend dans cette vidéo? Denis Sassou Nguesso, après Koliné Makosso, vient vous faire état des hôpitaux congolais, et je crois qu'il doit être la Madingu. Mais qu'est-ce qu'on apprend? On apprend par Denis Sassou Nguesso qu'on a investi des milliards pour les 12 hôpitaux, plus l'hôpital central des armées, ça fait 13. Alors, le jour de mon arrivée à Madingu, sur le trajet du stade vers le centre de la ville, j'avais arrêté mon cortège parce que je passais à côté de l'hôpital général en construction et j'ai constaté que l'hôpital général en construction était dans la brousse. Dans la brousse. Et quand je suis à Brazzaville, je regarde la situation de ces chantiers. Nous avons lancé pour le pays
12 hôpitaux généraux, plus l'hôpital central des armées, ça fait 13. Et nous avons engagé des sommes importantes. C'est des milliards de francs CFA qui ont été engagés dans ces chantiers. Et les gros œuvres sont arrivées à hauteur de 70%. Tous les hôpitaux de tous les départements réalisés. Et c'est plusieurs dizaines de milliards de CFA. Et on n'a pas jeté comme ça plusieurs milliards de CFA. Ce n'est pas possible. On est arrivé dans une conjoncture difficile qui ne nous a pas permis de pousser ces travaux jusqu'à la fin. Mais cela ne signifie pas que nous avons abandonné ces projets et que la forêt devait reprendre ses droits et tout ce que nous avons réalisé là-bas était considéré comme perdu. Non, il y a un plan du gouvernement, on ne peut pas les réaliser tous les 13 au même moment, mais on a décidé de les réaliser par groupe de 2. On a achevé 2 hôpitaux généraux, un à Brazzaville et à Pointe-Noire, qui sont en fonctionnement. Dans un deuxième temps, on a décidé d'en achever 2 autres, celui de Sibiti et celui de Ouesso. Je crois que d'ici la fin de cette année, ces 2 hôpitaux seront achevés et mis en fonctionnement. Et on a pratiquement déjà décidé d'en lancer 2 autres, celui de Kinkala et celui d'Infondo. Et c'est très difficile, mais nous allons les réaliser. Et après ces 2-là, qui dit pas que ce sera le tour de Madingu ou d'un autre? Alors à ce moment-là, on arrivera à Madingu, on trouvera une ruine. C'est inacceptable. On a investi des milliards. Le président de la République de n'importe quel pays ne dit pas on a investi des milliards. C'est faux. Ce n'est pas un langage d'un président de la République. Quand on parle de sciences politiques, ce n'est pas. Le président dit on a investi tant de milliards. Il a le chiffre puisque c'est lui qui a validé les projets. Les projets de construction des 12 hôpitaux généraux plus l'hôpital central des armées, ce dossier, ça sous ce dossier. Donc, il en connaît les chiffres. Quand il parle face à Bouya, on voit le ministre a des chiffres. Donc, quand il parle, ayez, comment on appelle ça? Ayez l'exigence intellectuelle de demander les chiffres. OK, les 12 hôpitaux, plus l'hôpital central des armées, combien de milliards? À combien a été chiffré le projet de construction de ces 13 hôpitaux? Combien de milliards? Et il dit, ça a été réalisé à 70%. D'accord? Mais quand on dit réalisé à 70%, ça veut dire quoi? Parce que ça veut tout dire et rien dire du tout. 70% de la réalisation, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est 70% du bâti seulement ou 70% du projet global, incluant les lits, le matériel médical, l'embauche du personnel, l'achat des médicaments, l'achat de la logistique du genre véhicules et autres ambulances? 70% de quoi? Soit c'est 70% du bâtiment seulement, sans compter le reste du matériel du personnel, ou c'est 70% du projet global, parce que pour un hôpital, le projet global inclut aussi les moyens de travail, c'est-à-dire ambulance, véhicules, fournitures administratives, tout ce que vous voulez, médicaments, tout. Donc, là aussi, il faut qu'il soit précis dans sa communication en tant que président de la République, parce que là, il n'a rien dit du tout. Ce qu'il dit, c'est comme si c'est une question qui était posée à un élève de seconde. Ce n'est pas du niveau d'un président de la République quand il communique. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? Mais vous devez retenir que lorsque Colline Makosso
fait son bilan des 12 travaux de Koliné Makosso pour dire au Congo que nous avons 12 hôpitaux généraux de renommée internationale, le Premier ministre, une fois encore, a menti. Le Premier ministre a menti puisque le président de la République vient de nous dire « Ah non, 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 ça a été réalisé seulement à hauteur de 70%. On a connu de gros problèmes. Là, maintenant, on est passé de la phase de réalisation des 12 hôpitaux par la phase de réaliser 2 hôpitaux seulement. On passe des 12 hôpitaux que Koliné Makosso a vanté à tout le monde à 2 hôpitaux dont parle Denis Sassou Nguesso. Alors, si ces hôpitaux sont finalisés, allez filmer, montrer aux Congolais. Allez filmer ces hôpitaux et montrer aux Congolais. Donc, on comprend mieux pourquoi, jusqu'aujourd'hui, quand Antoinette est malade, elle est obligée d'aller en France. Quand eux sont malades, ils sont obligés d'aller en France. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils vous parlent des hôpitaux qui n'existent pas. Mais et pourtant, on décaisse des milliards. Sassou a dit des milliards. On a décaissé 11 milliards pour construire le stade de Kitele, qui a été mal construit, donc pas homologué. Et avec 8 milliards, les Ivoiriens ont fait 6 stades Coupe d'Afrique joués. Il faut donc qu'on explique aux Congolais comment, avec 11 milliards, on n'arrive pas à faire un stade homologué par la CAF, la FIFA, et avec 8 milliards, les Ivoiriens en font 6. 2026, il faut aller voter Denis Sassou Nguesso. Vous êtes sûr? Vous êtes conscient? Vous avez parlé et vous avez terminé. Donc, comment pouvez-vous continuer à supporter un pouvoir où le président lui-même que vous supportez n'est pas fier de ce qui a été réalisé? Vous venez de voir la vidéo. Je vous demande de repasser cette vidéo en boucle où Sassou dit que même dans la Bouenza, je crois que c'est dans la Bouenza, l'hôpital est devenu une forêt. Koliné Makosso nous a dit que c'est un hôpital qui est fini et renommé international. Sassou nous dit non, c'est une forêt. Donc on peut aller y faire la chasse. Si vous ne savez pas où aller faire la chasse, demandez à Koliné Makosso et à Denis Sassou Nguesso l'adresse de cet hôpital qui est redevenu une forêt où vous pouvez trouver du tibichi, de porc-épic, de ngumba ou encore d'antilope. Mais on se moque de qui? Eh les gars, on parle de la science politique. On n'est pas en train de parler je ne sais pas, de la pêche, de la cueillette ou encore d'aller récolter de l'arachide. On parle des choses qui concernent la vie des gens, l'avenir d'un pays. Le président lui-même, il dit, en passant, je vois que la zone est devenue une forêt. Et ce n'est pas normal. Je répète les mots de Denis Sassou Nguesso. Alors, qui doit être sanctionné? Monsieur le procureur de la République, lorsque vous entendez ça, vous n'avez pas besoin ni du président, ni d'un ministre, ni de qui que ce soit. Vous n'avez besoin que de votre travail. En tant que procureur, vous pouvez diligenter des enquêtes. Messieurs les parlementaires, la majorité PCP, c'est votre rôle de parlementaire que de déclencher les enquêtes parlementaires, de convoquer le ministre des Travaux publics et le ministre des Finances, le ministre de la Santé. Il faut qu'ils viennent s'expliquer au Parlement. Comment se fait-il que le Premier ministre nous dit que les hôpitaux sont prêts, les Congolais peuvent se soigner des dents? Le président vient dire la réalisation n'atteint que 70%. Il y a là détournement de fonds publics. On n'a pas à passer par 36 000 chemins. Sinon, de quoi on parle? Et autre langage que Sassou dit dans la vidéo, qui n'est pas le langage d'un président, il dit, peut-être qu'un jour, ça sera le Dima, pourquoi pas, et ça sera Madingu, pourquoi pas Madingu. Mais la manière dont il présente les choses, ce n'est pas un projet, on n'appelle pas ça un projet. Le projet en va du point A au point B et avec les étapes de réalisation bien concrètes. Or là, Sassou, président de la République, parle comme si c'est quelqu'un qui s'adressait à des potes dans un ganda, et puis en disant, ouf, tu sais, peut-être qu'un jour je trouverai du travail, et puis ce jour-là, je pourrai construire une maison. Qui sait?
Mais un président, il a le budget national. Construire les hôpitaux, c'est un budget national. C'est dans le budget du ministère de la Santé. Et quand on dit budget, c'est chiffré depuis la première pierre jusqu'aux soins qu'on va apporter aux malades. Mais on ne peut pas, et ça, depuis Sassou 1, on tourne autour de ça. C'est-à-dire des projets mal ficelés, des projets mal conduits, qui coûtent énormément d'argent, beaucoup de milliards, et à la fin, taux de réalisation zéro. Puisque une fois laissé à l'abandon ces chantiers, lorsque Sassou dit que cet hôpital est devenu une forêt, ça suppose qu'on ne peut plus finir cet hôpital. Allez demander aux architectes. Parce que dès lors que l'hôpital se retrouve dans la forêt, ça suppose que les installations électriques, si on était arrivé à ce niveau, sont moisies, sont attaquées par des matériaux, par la moisissure, la corrosion, la rouille. Donc, même si on poursuit, ça devient un danger. Peut-être que les murs ont été inondés d'eau, humides, donc il y a des fragilités qui apparaissent. Du coup, ce chantier ne peut plus être continué, c'est fini. Ça sera laissé à l'abandon, sauf à dire on détruit tout, on rase tout, on recommence à zéro, on ne recommencera jamais à zéro. Même en Europe, quand vous arrivez à ce niveau, c'est fini, c'est de l'argent perdu. Et donc, la justice doit passer, déterminer les responsabilités et sanctionner. Les commissions parlementaires doivent faire leur travail pour dire désormais, quand on doit faire un projet de construction d'un hôpital, comment être le plus optimal. Comment faire un projet qui ira jusqu'à sa fin, parce que c'est de l'argent public jeté à la poubelle, sans compter ce qui a été détourné par les différents dirigeants. Et donc, ce pouvoir, une fois de plus, mérite-t-il de rester là? Peuple congolais, le CRC vous invite à la révolution du fleuve. Nous savons que ce pouvoir, même après 1000 ans, avec toute la richesse du monde, ne fera rien. Un autre élément qui montre la médiocrité du pouvoir. Je vous laisse écouter le ministre Émile Ouesso sur l'électricité au Congo. On en est, monsieur le ministre. Bon, je vous donne un tableau là qui fait l'état des lieux de nos 4 barrages d'abord. OK? Le Doué, 15 MW, mis en service en 1953. Il a arrêté depuis 2007. Depuis 2007, le KRC a dépensé des milliards là-bas, ils n'ont pas pu le réparer. Ils n'ont pas pu le réparer. Donc il y a une compétence là. Bon, il faut quelqu'un. Nous avons appelé les Suisses qui ont accepté de prendre ce cadavre, ils vont le réveiller. Le KRC là, les syndicats ne disent rien. Mukukulu, 114 MW, construit en 1979. Bon, depuis là, il n'y a aucune révision générale. C'est comme vous avez une voiture, bon, vous faites 20 ans pas de vidange. Vous pensez qu'à la 4e année, elle va tenir? Non? Non. Ben, c'est les machines qui tournent. Donc, négligence. Il n'y a pas d'entrée à rien, on s'en fout, on prend l'argent. On fait autre chose sauf maintenir l'outil. Imboulou, 120 MW, 2010. Aucune révision générale depuis son inauguration. Et là, nous apprenons les situations qu'il y a là-bas. Et on intervient rapidement pour stabiliser. Vous avez vu à l'œuvre récemment avec ce qui s'est passé suite aux pluies diluviennes qui ont créé un désastre dans cette parce que là aussi, il faut dire, nous avons regardé, nous sommes quand même aussi des travaux publics. On a vu ce qui s'est passé, c'est un problème mineur, mais qui montre qu'il y a eu des malfaçons à la construction. C'est une dalle qui est devant le bâtiment administratif. Cette dalle, elle supporte les camions qui viennent, les engins lourds et ainsi de suite. Et quand la dalle s'affaisse, on voit qu'en dessous, il n'y a que du sable. Donc on n'a même pas plus le soin de mettre du béton armé avant de poser la dalle. Wow. Bon. Ça, le KRC pouvait le voir venir. Les syndicalistes pouvaient le voir venir. Wow. Madame, en matière de maintenance d'un outil industriel, il y a beaucoup d'anticipation. Nous vivons aujourd'hui la CEC, Centrale à gaz de Pointe-Noire, qui nous a dit les prochains jours, je vais arrêter la turbine numéro tant pour la réviser. Ça, c'est de la gestion. Ce n'est pas être surpris par des pannes. Exactement. Or, le KRC, c'est les pannes arrivent maintenant, bon, ils vont avec vous, les médias, bon, voilà, on a réparé, on est des héros. Non, vous n'êtes pas des héros. Vous avez failli à votre travail. Sinon, il n'y aurait pas de feu
sur les transformateurs, les feux à Oyo, les feux à Mono. Mais attendez, mais il y a quel problème là? Il n'y a pas de maintenance préventive. Or, un outil technique, surtout qui tourne, et c'est comme la prunelle des œufs, il faut veiller tous les jours et anticiper. Il faut des pièces détachées, il faut des équipes qui aient leurs primes, qui soient là, motivées, ainsi de suite. Bon, maintenant, l'Iweso. Cette centrale a une capacité de 19 MW. Il y a 3 turbines, il n'y a qu'une qui tournait. La deuxième vient de tourner ce matin. Ah, ben oui, les syndicats ont allé voir ça et puis dire que bon, ils s'en contre. Bon, maintenant le problème de ceux qui prennent l'Iweso ou tous les autres. J'ai un tableau ici. Le processus de mise en concession a été lancé le 10 octobre 2018 sous le Premier ministre Mwamba. Les conventions ont été signées le 4 juin 2022. Moi, je n'étais pas là. On me dit, bon, allez régler tout ça. J'arrive, je trouve. Bon, c'est un dossier déjà lancé par le gouvernement. Si vous annulez une attribution ici, il vous amène dans les tribunaux internationaux. Et là, c'est des milliards qu'il faut payer, comme l'affaire Odjet. Menons ça tranquillement. Nous avons mis dans les avenants, parce que nous avons corrigé ces conventions par des avenants. Pour, obliger chacun à accepter que EKRC soit à 15% dans le capital. EKRC est dans le capital de chaque société. Donc, elle assiste à la gestion, à l'administration, à la gestion technique. Vous venez d'entendre Émile Ouesso. Il est ministre du pouvoir. C'est lui qui est en train de gérer la privatisation partielle de E2C. Mais écoutez-le parler. Est-ce qu'un ministre parle comme ça? Là, vous avez en fait un opposant. La façon dont parle le ministre Émile Ouesso, c'est comme s'il n'était pas ministre, c'est comme s'il n'était pas au pouvoir et que ce sont les autres. Et lui, il récupère le dossier et il explique à qui? À sa fille ou à sa nièce. La posture de la journaliste devant Émile Ouesso, regardez sa posture, regardez l'expression de son visage. C'est comme une fille, une nièce, une petite fille qui écoute son père, son oncle, son grand-père parler. Mais une journaliste qui entend ce que M. Émile Ouesso dit, mais elle lui bombarde des questions. À aucun moment, la journaliste ne demande à M. Émile Ouesso, ok, mais maintenant, c'est vous le ministre. Lorsque vous regardez comment comment on appelle ce barrage où la cour est en train de s'affaisser, le ministre dit qu'il n'y avait que 10 cm, je ne sais pas. Oui, mais monsieur le ministre, comment le gouvernement assure la surveillance des travaux, des grands travaux, pour qu'on n'en arrive pas là? C'est-à-dire, ce n'est pas au moment où il y a éboulement qu'on se rend compte que le béton a été mal fait. Il y a un bureau de contrôle, sans être spécialiste. Lorsqu'on fait des chantiers de construction, il y a des bureaux de contrôle qui passent étape par étape. Vérifier si le travail a été bien fait. On continue. S'il n'a pas été bien fait, on corrige. Or, on a fini tout le travail. Le gouvernement congolais a accusé réception de l'ouvrage et patatras, on découvre qu'il y a des malfaçons. Et le pire, c'est que le ministre se plaint du fait que depuis la construction jusqu'à aujourd'hui, ces barrages-là ne sont pas contrôlés. Mais qui doit les contrôler? Le ministre doit nous dire quelles sont au Congo les entreprises chargées de faire les contrôles obligatoires. Quelles sont ces entreprises-là? À quel rythme on doit faire les contrôles? Et si les entreprises, une fois, font leur contrôle et émettent des réserves, quelles sont les entreprises habilitées pour lever les réserves? Émile Ouesso ne le dit pas. Mais il parle comme quelqu'un de la rue qui reçoit un dossier et qui le lit comme quelqu'un de la rue. Alors, on me dit que c'est un ingénieur en électricité, semble-t-il, qu'il a été au lycée technique, qu'il a fait des études universitaires, mais qu'il parle comme un universitaire. C'est quand même le comble d'avoir des ministres qui ont fait des études universitaires, donc qui sont des sachants, mais qui arrivent devant le peuple et qui parlent comme un vulgaire homme de la rue dans un ganda. Mais on n'est pas dans un ganda quand on est en train de gérer un pays. Et la journaliste en face, au lieu de poser des questions, qui poussent le ministre dans ce retranchement et disent aux Congolais que voilà ce que maintenant nous allons faire. À aucun moment, le ministre nous dit quelle correction on va apporter. Est-ce que garder l'équipe de direction aujourd'hui dans ces différents
dans ces différents lieux de production d'électricité, d'acheminement d'électricité, de consommation. Est-ce que ces gens, ces responsables, il faut les garder? Il ne le dit pas. Donc, il n'est pas en train de traiter le problème. Tout comme son président, qui se plaint des hôpitaux mal réalisés et il dit ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, il se plaint. Le ministre aussi se plaint, mais au final, c'est qui prend les décisions au Congo? Si le président se plaint, le ministre se plaint, les députés se plaignent à l'Assemblée, ok, mais qui dirige le Congo? Et qui doit prendre les sanctions? Qui doit prendre les décisions? Eh bien, le Congo n'est pas dirigé. Mes chers compatriotes, je viens de vous faire la preuve que le Congo n'est pas un pays dirigé. Vous avez tout au moins un homme qui est à la tête du pays, qui se dit président de la République, mais pour avoir de l'argent, pour piller les richesses, mais réaliser le travail qui mènera le Congo vers l'émergence et peut-être vers le développement, personne n'est au rendez-vous. Personne. Et c'est ça notre problème aujourd'hui au Congo. C'est ça la crainte que vous devez avoir si en 2026, vous vous dites Sassou se maintient au pouvoir. Maintenir Sassou au pouvoir en 2026, c'est accumuler les difficultés, accumuler les problèmes, accumuler la médiocrité. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que nous sommes au-delà du syndrome de Stockholm? En plus de la médiocrité, qu'est-ce qu'il fait Sassou? Il est en train de livrer le pays aux étrangers, aux Rwandais, mais aussi tous ces étrangers qui gangrènent nos entreprises. C'est ce que vous voulez qu'il continue en 2026? Sinon, dites-nous. Et ceux qui veulent qu'on en débatte, moi je suis disponible pour débattre avec vous et comprendre mieux faire comprendre les Congolais pourquoi en 2026, Sassou doit poursuivre son œuvre, laquelle? De destruction du Congo. En tout cas, c'est ce qu'on voit. De construction, nous n'en voyons pas. De destruction, pourquoi pas? Ça, on voit. On voit bien l'œuvre. Mais l'œuvre de construction, il faut encore que vous puissiez le démontrer aux Congolais. Pour terminer cette chronique, quelle serait la solution? Des fois, on dit la solution est déjà dans la question ou dans le problème. Je reviens à ce sujet de sécurisation des finances publiques. La sécurisation des finances publiques, c'est fondamental. Ça, c'est très, très, très important. On doit savoir où se trouve l'argent public. La fiscalité. Qui prélève la fiscalité au Congo? Les taxes douanières. Comment ça se fait? Et donc, dans quel compte on met la richesse du Congo? Ça, c'est une première chose. Parce que tout pays qui ne lutte pas contre la corruption politique, ce pays est voué à l'échec. Je ne suis pas en train de distribuer des points. Vous avez des pays qui sont sur le même plateau, Haïti, Saint-Domingue, et quand vous voyez la différence, allez voir, allez étudier pourquoi. Vous avez des pays comme le Canada, les États-Unis et le Mexique qui sont sur le même continent. On voit la différence entre les États-Unis, le Canada, le Mexique et même entre le Mexique et le Brésil. Plusieurs points de différence, mais la différence centrale, c'est le niveau de corruption politique. La corruption politique enseignée à ma grand-mère, c'est quoi? C'est lorsque la richesse nationale n'est pas utilisée par les dirigeants pour régler les problèmes de la collectivité. C'est-à-dire, vous vendez les matières premières, pétrole, gaz, bois, les minéraux et autres. L'argent n'arrive pas à la destination initiale, c'est-à-dire les comptes publics, le trésor public. Et l'argent se dilapide en ne sait où. Le cas du Congo où on entend des bruits comme quoi les enfants de Pierre Oba, ministre des Mines, qui distribueraient à moindre coût les permis d'exploration et les permis d'exploitation de nos ressources minières. Le procureur peut enquêter. Si c'est faux, on dira que c'est faux. Si c'est vrai, il faut sanctionner. Et donc, la manière dont on distribue ces permis ne permet pas à l'argent public encaissé d'arriver dans les comptes publics et permettre au gouvernement de faire des projections, des projets pour résoudre tel ou tel problème auquel les populations en général sont confrontées. L'argent de la fiscalité, pareil.
Lorsque le directeur de la douane vous dit qu'on fait des exonérations de 600 milliards, encore que de façon concrète, quelle entreprise bénéficie de quelle exonération? Il faut publier la liste pour qu'on comprenne. Et qu'on comprenne pourquoi cette entreprise a bénéficié de cette exonération. Sinon, c'est de la corruption politique. C'est-à-dire qu'on fait des exonérations, mais en fait, ce sont des agents publics qui touchent cet argent. Un pays comme la Chine, qu'est-ce qui a permis le boom économique de la Chine? C'est la sécurisation aussi des comptes publics, en plus de la formation et autres, de la restructuration du tissu économique et puis permettre l'entrepreneuriat des Chinois, mais c'est surtout le fait qu'on a lutté contre la corruption politique et on a sécurisé les comptes publics. Donc ça, tous les pays africains y passent. On vient d'apprendre au Sénégal, par exemple, que Macky Sall a caché une dette de 2500 milliards de francs CFA qui, pour être réalisée, doit bénéficier de l'autorisation du Parlement. Le Parlement n'a jamais été sollicité, alors même que le parti de Macky Sall était majoritaire au Parlement. Donc, il n'y aurait aucun problème de consulter le Parlement. Sauf que, si vous vous rappelez de Macky Sall venait souvent à Oyo. J'étais l'un des rares à condamner ces voyages-là. Et j'ai dit aux Sénégalais, accrochez-vous, cramponnez-vous. Macky Sall disait quoi? Je viens voir Denis Sassou Nguesso pour prendre conseil, puisque en la matière, c'est un spécialiste, c'est un champion. Et j'ai dit aux Sénégalais, attention, nous sommes Congolais, nous connaissons notre champion. On le connaît très bien. Il est champion de quoi? De coup d'État pour prendre le pouvoir, champion de destruction, de maquillage de comptes publics et de détournement de fonds. Attention, quel type de conseil Macky Sall vient chercher chez Sassou? Bim, ça n'a pas raté. Et le FMI a confirmé que 7 milliards manquent à l'époque de Macky Sall. Maquillage de comptes publics. Et là, nous sommes dans un cas flagrant de corruption politique. Donc, la lutte contre la corruption politique, c'est ce que le FMI a demandé à Sassou. Quand Sassou vous pense son projet mal ficelé en disant la lutte contre les antivaleurs. Non, il vous trompe. Oui, on peut appeler ça antivaleurs dans le dictionnaire, dans le lexique politique de Sassou, mais c'est la lutte contre la corruption. C'est ce que le FMI demande aux États africains. Première chose, c'est pour cela que le FMI finance les réformes structurelles de l'État et de la fonction publique, pour mettre en place un système qui ferait que l'argent public ne soit plus détourné de sa destination initiale, les comptes publics et le financement des politiques publiques et des politiques sociales. Et donc, pour éviter ces détournements d'argent, sécuriser les comptes publics, il faut mettre fin à l'utilisation des espèces. Ça, c'est très important. C'est-à-dire virement, carte bleue, chèque. C'est bon. Toute dépense de l'État doit passer par un virement, une carte bleue ou un chèque, de sorte qu'il y ait une traçabilité dans la dépense publique. Or, au Congo, aujourd'hui encore, quand vous entendez parler des milliards pour faire tel ou tel projet, parfois ce sont des milliards en espèces et ce n'est pas possible. Il faut déterminer dans la loi fiscale à partir de combien on n'est plus censé payer en espèces. Et on peut être plus strict. À partir de 20 000 francs, on ne paye qu'en chèque, carte bleue ou virement. C'est-à-dire à partir de 20 000,1 francs, vous ne pouvez plus utiliser les espèces. Ce qui suppose réformer le système bancaire pour que tout Congolais qui travaille doit avoir un compte bancaire. Et ce sont les banques sécurisées, pas les banques où quand on met l'argent, demain on veut retirer son argent. Ah non, la banque n'a plus d'argent. Eh bien, le directeur de la banque est arrêté et jeté en prison. Donc ça, c'est déjà une solution qu'on peut avoir et ça suppose discuter avec tous les Congolais, sécuriser dans nos départements, dans nos régions, partout, l'argent public. Mais autre solution aussi, les nominations. On le voit dans tous les ministères, dans tous les secteurs. Je vous dis déjà, nommer les compétences et demander aux gens de travailler au niveau de leur qualification, au niveau de leurs compétences. Moi, j'entends les gens qui me disent, mais Didier, tu sais, Ngatsé a des habilitations internationales pour mener les audits publics. J'ai dit, c'est faux. Il n'en a pas. Elle me dit, si. J'ai dit, si Ngatsé les a, pourquoi il a été médiocre au ministère du Budget? Alors même que lui, son travail, c'est faire des préconisations pour améliorer la gestion des budgets.
C'est comme si vous prenez un pilote d'Air France qui arrive à piloter les avions d'Air France depuis Paris jusqu'à Moscou, depuis Paris jusqu'à Brazzaville, depuis Paris jusqu'à Washington ou à New York. Et le jour où vous le nommez pilote de Eker, il n'arrive plus à décoller un avion pour aller à Kinshasa. Mais il faut se poser de bonnes questions. C'est du foutage de gueule. On me dit, Émile Ouesso, l'électricité, c'est son dada. Il est ingénieur. OK. Mais regardez comment il parle. Est-ce qu'il connaît le lexique d'un ingénieur en électricité? Et pourquoi il n'y arrive pas? Où est le problème? Donc, nommer les compétences et laisser les gens travailler au niveau de leurs compétences. Disait Rabelais, nul n'entre ici s'il n'est géomètre et comme disent mes parents congolari, Chinsamuna Bangacho. Comme disent aussi nos parents en lingala, Bakolo jeu, Bakolo biloko. Laissez Banganga Mayele. Laissez-les travailler au niveau de leurs compétences. Et c'est là que le pays va commencer à avancer. La Chine, la Corée du Sud, les autres pays qui avancent, mais c'est parce qu'on demande aux techniciens, aux managers, aux cadres, aux ouvriers, à tout le monde. Fais ton travail comme tu l'as appris et améliore-le. Tous les jours, je me rappelle de cette pub d'Air Afrique à l'époque, on était jeunes à Brazzaville. Chaque jour, nous faisons un peu plus. Et moi, je dis, nous faisons un peu mieux. Chaque jour. Chaque jour, on doit faire un peu mieux. Mais chaque jour, le Congo ne cesse de s'appauvrir et de plonger dans la médiocrité. C'est ça qui n'est pas possible. Et puis, une dernière chose que je peux dire, pour garantir un bien-être chez nous, c'est aussi maintenir la volonté de l'alternance au pouvoir. Moi, je suis de ceux, même si le président est de mon village, faire plus de 2 mandats, c'est niet. Je ne supporte pas les gens qui pensent qu'ils sont irremplaçables. Peu importe l'homme politique, au bout de 2 mandats, c'est bon, il quitte le pouvoir. Je suis de l'UPADS aussi. Je suis premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Je vous assure, peu importe le nom du président au Congo, s'il fait plus de 2 mandats, je suis son adversaire. Je ne peux pas supporter ça. Aucun président n'est suffisamment intelligent pour dire que je vais rester au pouvoir jusqu'à ma mort. Moi, avec moi, ça ne passera jamais. Et je vous dis, chers Congolais, soyez comme moi. Même s'il est de ma famille, s'il commence à se maintenir au pouvoir de façon éternelle, je dis, c'est niet. 10 ans après, vous avez 10 ans. Vous avez d'abord 5 ans. Eh bien, démontrez que vous êtes capable. Au bout de 5 ans, si vous n'avez pas fait et que le peuple a voté pour vous, eh bien, vous partez. Si le peuple vous renouvelle son contrat, ok, bravo. Vous avez encore 5 ans. Mais au bout de 5 ans, ça fait 10 ans. Vous devez quitter le pouvoir. Même si vous êtes le plus intelligent du monde, vous quitterez quand même le pouvoir. Et c'est Barack Obama qui le dit. Barack Obama dit, mais d'accord, la différence avec aussi les autres, c'est que vous, en Afrique, quand quelqu'un arrive au pouvoir, au final, il ne sait plus quand il va partir. La preuve, écoutez ça dans cette vidéo. Une fois de plus, contradiction. Il y a des gens qui soutiennent Sassou en disant il doit rester parce qu'il est un bon président, il travaille bien, il fait des bonnes choses. Vous venez d'écouter Sassou? Le journaliste lui pose la question, Hollande va partir, mais vous êtes toujours là, vous faites comment? Ah, je ne sais pas. Ah bon? Mais Sassou ne vous dit pas que parce que je travaille bien, j'ai construit ceci, j'ai créé tant d'emplois, les Congolais vivent mieux, ils ont des hôpitaux où se soigner, allez voir tel hôpital. Lui-même ne se base pas sur son bilan. Il ne se vante pas de son bilan pour expliquer pourquoi il est toujours au pouvoir. Il dit qu'il n'en sait même rien. En réalité, il dit, mais parce que les Congolais sont idiots, ils me laissent rester au pouvoir alors que je ne fous rien. Et ce sont les Tsati Mabiala, les Colline Makosso, le Okombi Salisson, je crois, c'est lui qui se dépatouille pour dire, oh non, il travaille bien. Mais lui-même ne le dit pas. Voilà un pays où le président ne se vante pas de son bilan, mais ce sont les autres qui se rendent compte qu'il travaille bien et qui lui disent, non, 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 restez là, monsieur le président, vous travaillez bien. Mais lui-même, il ne se vante pas de son bilan. Donc, c'est quand même dramatique pour nous.
2026, il arrête. Quoi qu'il arrive, il faut porter le discours selon lequel 2026, c'est fini. Regardez toutes les chansons chantées par la jeunesse congolaise qui n'en peut plus de ce pouvoir. Donc, tout Congolais, de tous les départements, Sassou vous a sacrifié. Il a sacrifié votre avenir. Il a sacrifié votre vie. Vous n'avez plus rien. Vous mourrez comme des mouches parce que les hôpitaux n'existent plus au Congo. C'est lui-même qui le dit. Alors, vous venez d'avoir la preuve par l'image, de façon scientifique, qu'en 2026, il faut donc l'éjecter dehors. Et donc, cette révolution du fleuve à laquelle nous invite le CRC, ça a été bien réfléchi, ça a été bien pensé. Vous avez au Congo même et à travers le monde des Congolais capables de faire avancer ce pays. Ça sera difficile, mais ça ne sera pas impossible. Il faut traverser des moments très, très, très difficiles, mais tout sera expliqué aux Congolais, tout sera mis au clair. Moi, j'arrive au pouvoir, première décision, je ferme toute la finance publique. C'est-à-dire, toute dépense ne passera que par virement, carte bleue, chèque. Celui qui n'est pas content, eh bien, qu'il ne vienne pas au gouvernement avec nous. Celui qui n'est pas content, qu'il ne prenne pas un poste de direction. Celui qui ne veut utiliser que les espèces, eh bien, il utilisera son salaire par espèce. Mais même là, s'il doit acheter un produit qui coûte plus de 20 000 francs, ça sera par virement, par chèque ou par carte bleue. Plus par espèce. Toute la comptabilité nationale doit être tracée. Ça, c'est le rôle régalien de l'État. C'est le rôle régalien de l'État. Et comme ça, on verra, celui qui sortira des millions du trésor, soit-il le président de la République, il expliquera au peuple pourquoi il les a sortis et il faut qu'on en voit les réalisations. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans la chronique d'aujourd'hui. J'espère que vous allez être nombreux à liker, à commenter et à compléter les analyses. Et c'est comme ça aussi que le Congo avance, c'est comme ça aussi que notre pays pourra avancer et que j'ose croire qu'après cette chronique, nombreux sont des Congolais qui vont se promener dans le Congo, partout dans le Congo, publier en masse les vidéos de votre ville, de votre village, de votre département. Je pose la question, 2026, qu'est-ce qui peut vous pousser concrètement d'aller dans un bureau de vote déjà et de dire « je vote Sassou Nguesso ». Donnez-moi quelques exemples. L'école, l'emploi, les infrastructures, l'eau et l'électricité, les voies goudronnées. Combien on a goudronné de voies pendant le dernier mandat de Denis Sassou Nguesso? Combien d'emplois créés? Dans quel secteur? Il nous avait promis le développement agricole. Safou, Kwanga. Ah, Kwanga. Est-ce que raison qu'elle est peut importer Kwanga? Non. 5 ans après, combien de plantations? Combien de plantations? Il n'a qu'un projet, il y a agriculture, il y a néné. Où sont les résultats? Satima Biala nous a dit à Ludima, ok, qu'il aille dans les familles de Ludima. Preuve à l'image. Satima Biala et Bakouni. Vous savez ce qu'on dit chez les Bakouni? Chez les Bakouni, il y a un adage qui dit Pakikumak, Atimuchi. C'est-à-dire le défi de monter, c'est au pied de l'arbre. Eh bien, que Satima Biala nous amène au pied de l'arbre. Lui qui vante les mérites de Sassou. Qu'il amène les Congolais au pied de l'arbre pour grimper. Puisqu'il a dit je peux grimper. Je sais que Sassou a fait des bonnes choses. Et qu'il aille dans les familles. Dans quelle famille? Petit déjeuner, goûter, dîner. Il y a des produits, même in rudiment, produits par Sassou. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs de R7, de toujours nous suivre et de commenter, de liker. Et j'espère vous retrouver bientôt dans nos prochaines chroniques.